Bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à une matière première qui a un surnom assez unique sur les marchés. Ah oui, tout à fait. On l'appelle Dr Copper, le cuivre. Exactement, le docteur cuivre. On dit qu'il a une sorte de doctorat en économie, capable de sentir les booms, les récessions, bien avant tout le monde. C'est ça. Et on a sous les yeux une analyse fascinante qui retrace son parcours sur 55 ans. On part de 1970, la livre de cuivre était à 46 centimes. Quasiment rien. Et on arrive aujourd'hui, le 12 décembre 2025, à un cours de 5,28 $. C'est un sacré voyage. C'est plus qu'un voyage, c'est une véritable métamorphose. Et c'est ça, notre mission aujourd'hui. D'accord. On ne va pas juste regarder un graphique qui monte. On va essayer de comprendre comment le cuivre a, en quelque sorte, changé de métier. Changer de métier. Oui, il est passé de simple baromètre de la vieille économie industrielle à ce que certains appellent maintenant l'or rouge, L'or rouge? la ressource critique pour la transition énergétique. L'enjeu, c'est de décrypter les forces qui se cachent derrière cette transformation. Alors, pour y voir clair, justement, l'analyse découpe cette longue histoire en 5 actes. 5 périodes bien distinctes. C'est ça. Commençons par le premier, logiquement, 1970-1984, une période qualifiée de volatilité post-Bretton Woods. Ça sonne un peu technique. Oui, mais en fait, c'est un véritable tremblement de terre économique. Ah oui? En 1971, le dollar n'est plus convertible en or. Pour faire simple, avant, le dollar était tenu en laisse par l'or. Et là, d'un coup, on coupe la laisse. Tout devient flottant. Exactement. Les monnaies, les matières premières, tout se met à bouger librement. C'est le début d'une ère d'incertitude, avec en plus les chocs pétroliers, l'inflation qui s'envole. Et le cuivre, dans ce chaos, comment il réagit? Il devient le thermomètre de la fièvre. Son prix explose, littéralement. C'est-à-dire? Plus 206%, pour atteindre 1,41 $ la livre en février 1980. C'était la panique. Les gens se ruaient sur les actifs tangibles pour se protéger. Et le cuivre était en première ligne. Une hausse fulgurante, mais qui ne dure pas, si je lis bien le graphique. Il y a une chute tout aussi spectaculaire. Absolument. Car un nouveau shérif arrive en ville, Paul Volcker, à la tête de la Banque centrale américaine. Ah, Volcker. Et, face à une inflation hors de contrôle, il applique un traitement de choc. Quelque chose d'impensable aujourd'hui. Il monte les taux. Il monte les taux d'intérêt jusqu'à 20%. 20%. C'est de la science-fiction. Pour calmer l'économie, il a décidé de la mettre KO, en fait. C'est exactement ça. C'est une purge volontaire. Le crédit devient hors de prix, les entreprises arrêtent d'investir, Et l'économie mondiale pique du nez. et le docteur Copper sent tout de suite le patient refroidir. Le prix s'effondre de 57% en moins de 5 ans. Ce premier acte nous montre un cuivre qui est un pur produit de son temps, quoi. D'accord, il suit parfaitement les grands cycles macro. Voilà, la fièvre de l'inflation, puis le remède de cheval de la désinflation. Après cette période de folie, on entre dans une phase presque plus étrange, le deuxième acte de 1984 à 2001. L'analyse parle de stagnation industrielle. C'est ça. Et le chiffre est fou. Sur 17 ans, le prix part de 61 centimes pour finir à 61 centimes. Performance nulle. Mais sur le fond, cette stagnation, elle raconte une histoire majeure, celle de la désindustrialisation en Occident. Les usines qui ferment, Les usines, la manufacture, la vieille économie qui consommait des tonnes de cuivre commençait à décliner. et en parallèle, on avait la montée d'Internet, la nouvelle économie. Elle ne prenait pas le relais. Pas encore, c'est ça, la clé. La nouvelle économie des années 90, c'était surtout du logiciel, des sites web. Moins de matière. Voilà. Elle n'avait pas encore de grosses applications physiques. Pour le dire simplement, la bulle Internet n'avait pas encore besoin de plomberie. D'accord. Le cuivre était donc dans une sorte de purgatoire, une traversée du désert entre deux mondes. Une traversée du désert qui va prendre fin de la manière la plus spectaculaire qui soit. Acte 3. 2001-2016. Le supercycle chinois. Le supercycle, Le coup d'envoi est donné en décembre 2001. L'entrée de la Chine dans l'OMC, ça change tout à ce point? c'est un tsunami. Il n'y a pas d'autre mot. En à peine 11 ans, la demande chinoise de cuivre passe de 2 millions à 13 millions de tonnes par an. 13 millions! Pour visualiser, imaginez que la Chine se mette soudainement à consommer la moitié de tout le cuivre produit dans le monde. Chaque année. C'est absolument délirant. Qu'est-ce qui a pu provoquer un tel appétit? L'urbanisation la plus rapide de l'histoire de l'humanité. Ah oui, 500 millions de Chinois qui quittent les campagnes pour les villes.
Chaque nouvel appartement, chaque usine, chaque ligne à haute tension, Chaque climatiseur, c'est une commande massive de cuivre. La Chine devient l'atelier et le plus grand chantier du monde. et le prix, évidemment, a suivi cette frénésie. L'analyse montre un bond de... Plus 649%. En un peu plus de 9 ans, oui. On atteint 4,57 $ en 2011. Mais ce cycle nous apprend aussi autre chose, parce qu'après le sommet, la chute est rude. C'est rude. Moins 57% en 5 ans. Et c'est une leçon fondamentale. Laquelle? Le destin du cuivre est désormais intimement lié à celui de la Chine. Le docteur Copper, qui avant regardait vers Washington, a maintenant les yeux rivés sur Pékin. Et quand la Chine ralentit, même un peu. Le cuivre s'enrhume violemment. On sort de ces montagnes russes chinoises pour entrer dans l'acte 4, de 2016 à 2022, une phase de consolidation, mais où il se passe quelque chose de plus profond. Exactement. Vous mettez le doigt dessus. C'est une période de transition. On parle d'un changement de statut pour le cuivre. C'est ça. Le marché commence à comprendre que le cuivre n'est plus seulement un matériau cyclique. Il devient une ressource stratégique. Et comment on voit ça concrètement? Le signal le plus net, ce sont les creux de marché. Regardez les points bas successifs. 1,94 $ en 2016. D'accord. Puis la crise du Covid en 2020. Le prix ne tombe qu'à 2,17 $. Il tombe moins bas. Et en 2022, un autre coup de frein et le plancher est à 3,23 $. Chaque fois que le prix tombe, il s'arrête plus haut que la fois précédente. Qu'est-ce que ça nous dit? Imaginez un escalier. À chaque chute, le prix s'arrête une marche plus haut. Un plancher qui monte. C'est ça, un plancher structurel est en train de se former. Le marché anticipe un déficit futur. Les acheteurs se disent, même si l'éco va mal, on sait qu'il sera rare demain, donc on ne le laissera pas tomber trop bas. D'accord, c'est une anticipation collective. Oui, l'anticipation que l'offre aura énormément de mal à suivre la demande qui s'annonce. Ce qui nous amène parfaitement à aujourd'hui, au 5e et dernier acte qui a débuté en 2022. L'accélération de la transition énergétique. On est passé du creux de 3,23 $ à 5,28 aujourd'hui. Quels sont ces nouveaux moteurs si puissants? Ils sont au moins 3 et ils sont structurels. D'accord. Le premier, le plus évident, c'est le véhicule électrique. Les ventes mondiales ont doublé en 3 ans. Et ça consomme beaucoup de cuivre. Énormément. En moyenne, 80 kg de cuivre pour une voiture électrique contre à peine 20. C'est 4 fois plus. Le deuxième, plus récent mais tout aussi vorace, c'est l'intelligence artificielle. Les data centers. Un data center pour l'IA consomme jusqu'à 5 fois plus de cuivre qu'un centre classique, 5 fois plus. à cause des besoins en refroidissement et en connectivité. Et j'imagine que ces nouvelles demandes s'ajoutent à la demande traditionnelle qui, elle, ne disparaît pas. Précisément. Et c'est là qu'on arrive au nœud du problème, le déficit structurel. C'est le mot-clé. L'Agence internationale de l'énergie a sorti une projection qui a fait l'effet d'une bombe. Elle anticipe un déficit de 10 millions de tonnes de cuivre d'ici 2035. 10 millions de tonnes. Ça représente quoi? J'ai du mal à visualiser un chiffre pareil. Pour mettre ça en perspective, cela représente 50% de la production mondiale actuelle. La moitié. 50%. C'est comme si demain, on décidait de doubler le nombre de foyers électrifiés sur la planète, mais qu'on réalisait qu'on n'a pas un seul mètre de câble en plus pour le faire. On va droit dans un mur en fait. On se dirige vers un mur entre l'offre, qui est très difficile à augmenter, il faut 10 à 15 ans pour ouvrir une mine, et une demande qui explose. C'est vertigineux. Et c'est là que l'analyse devient vraiment passionnante, parce qu'elle dépasse ces 5 actes pour révéler une tendance de fond. Ou plutôt, 2 tendances. C'est ça, comme 2 autoroutes qui ne vont pas à la même vitesse. Expliquez-nous ça. C'est le cœur de l'analyse. La révélation de ces 2 canaux de tendance. Si on regarde toute la période, de 1970 à 2025, on peut tracer un grand canal de croissance. Le cadre de l'ancien monde. C'est ça. Dans ce canal, le prix du cuivre progresse en moyenne de plus 3,87% par an. Une croissance régulière classique. Ok, ça c'est l'autoroute historique, la nationale si on veut, mais l'analyse dit qu'il y a un nouveau cadre? Exactement. Et c'est lui qui change tout. Si on trace un nouveau canal qui démarre non plus en 1970, mais en l'an 2000, Juste avant le réveil de la Chine, et qui intègre donc le supercycle chinois, les renouvelables, les véhicules électriques, l'IA, la pente est radicalement différente. On passe à une croissance annuelle de plus 6,03%. c'est 56% plus rapide. Ce n'est plus une nationale, c'est une autoroute allemande sans limitation de vitesse. C'est une bonne image.
Et ce que dit l'analyse, c'est que ce n'est pas une anomalie, mais bien un nouveau régime structurel. C'est le point fondamental. Ce n'est pas une bulle spéculative. C'est le reflet d'une transformation de la nature même de la demande. Elle est devenue beaucoup plus intense Et moins sensible au cycle. et beaucoup moins sensible aux cycles économiques traditionnels. Et c'est là que le casse-tête commence, hein. Aujourd'hui, on est à 5,28 $. Sur quelle autoroute on se trouve? C'est tout le paradoxe. Comment est-ce qu'on interprète ce prix? Si vous êtes un investisseur à l'ancienne et que vous regardez le grand canal historique qui part de 1970, Ok, un prix à 5,28 $, c'est déjà assez élevé. On est dans la moitié supérieure du canal. On pourrait se dire qu'il n'y a plus beaucoup de potentiel. d'accord. Mais si on change de lunettes, si on part du principe que le nouveau canal, le post-2000, est celui qui est désormais pertinent, la conclusion est l'inverse. Dans ce nouveau canal, plus rapide, un prix à 5,28 $ se situe dans la zone basse. Il est même quasiment sur sa ligne médiane. Donc de ce point de vue, le prix actuel n'est pas cher du tout. Il est neutre, voire attractif. Ce qui change radicalement le potentiel de hausse. D'un côté, on se dit qu'on est proche du sommet, de l'autre, qu'on a encore beaucoup de route à faire. Fondamentalement. Pour atteindre la limite haute de l'ancien canal, le potentiel est d'environ plus 57%. D'accord. Mais si on croit à la nouvelle dynamique, pour aller chercher le haut du nouveau canal, le potentiel théorique est de plus 80%, Plus 80%. ce qui nous amènerait à un prix de 9,50 $ la livre. Le marché est en train de naviguer entre ces deux réalités. Un potentiel de plus 80%, ça sonne un peu comme une prophétie de bull market. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas simplement de l'excitation, une bulle construite sur une belle histoire? C'est une objection très importante. La différence entre une bulle et une tendance structurelle, ce sont les fondamentaux. La réalité physique. Exactement. Une bulle, c'est quand les prix se déconnectent de la réalité. Ici, le prix ne fait que commencer à refléter la réalité de ce déficit dont on parlait. Le fameux déficit de 10 millions de tonnes. Ce potentiel de plus 80% n'est pas basé sur de l'espoir, mais sur l'équation implacable entre une demande tirée par les politiques de décarbonation et une offre géologiquement contrainte. D'accord. La question n'est pas de savoir si le récit est beau, mais si le déficit est réel. Et tous les rapports sérieux le confirment. Face à ce dilemme, à cette double lecture, comment l'analyse envisage-t-elle les prochaines années? Elle propose 3 scénarios. Le moins probable, à 15%, serait une correction sévère, en cas de récession mondiale profonde. Ok. Le deuxième, à 40%, c'est une phase de consolidation, où le prix naviguerait un peu latéralement. Et le plus probable? Le scénario jugé le plus probable, à 45%, est celui d'une poursuite de l'accélération. C'est-à-dire que le marché va basculer sur la nouvelle autoroute. Il va progressivement abandonner la logique de l'ancien canal pour adopter pleinement celle du nouveau. Concrètement, ça se traduirait par un objectif de prix dans une fourchette de 6 à 8 $ d'ici 2028-2030. Une hausse qui ne sera pas en ligne droite, j'imagine. Bien sûr, il y aura des pauses et des corrections. Et pour nous, concrètement, quels sont les signaux à surveiller dans l'actualité pour savoir quel scénario se joue? Il y a des indicateurs très clairs. Côté haussier, il faut surveiller si les ventes de véhicules électriques franchissent le cap des 25 millions par an. D'accord, 25 millions. Il faut aussi être attentif aux annonces de fermeture de mines. Et bien sûr, si on passe durablement la barre des 6,50 $, ce sera un signal fort. Et à l'inverse, les signaux baissiers. Un ralentissement durable des ventes de véhicules électriques, la découverte improbable d'un gisement géant ou une crise économique majeure. Si on prend un dernier pas de recul, ce qui est frappant, c'est que le Dr Copper a changé de spécialité. Ah, j'aime bien ça. Avant, il était généraliste, il prenait le pouls de l'économie globale. Aujourd'hui, il est devenu le cardiologue, le spécialiste du cœur énergétique de notre futur. C'est une excellente image. Et pour quantifier cette transformation, on peut retenir 3 chiffres. Allons-y. D'abord, plus 1067%. C'est la performance brute du cuivre en 55 ans. Impressionnant. Ensuite, plus 6,03% par an. C'est le rythme de la nouvelle tendance de fond depuis l'an 2000, 56% plus rapide que l'ancienne. Le changement de régime. Et enfin, plus 80%. C'est le potentiel théorique pour atteindre la limite supérieure de ce nouveau canal. En conclusion, quelle est la grande pensée, la question qui reste en suspens après cette plongée de 55 ans? Après 55 ans d'analyse, le diagnostic est sans appel. L'humanité s'est fixé des objectifs de transition énergétique extrêmement ambitieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Et le cuivre est au centre de cette équation. Il en est le métal indispensable.
La vraie question que soulève son prix n'est donc plus de savoir s'il va monter, mais de savoir quel rythme il va suivre. L'ancien ou le nouveau? Celui modéré, de l'ancien monde industriel qui progresse à un peu moins de 4% par an? Ou celui, bien plus rapide, de la nouvelle économie que nous construisons, une économie structurellement en déficit qui avance à plus de 6% par an. La question est de savoir si nos ambitions sont réalistes. Au fond, oui, la question est de savoir si nos ambitions pour un futur décarboné sont en phase avec la réalité physique de ce que la planète peut nous fournir. Les fondamentaux suggèrent un déséquilibre massif. Le prix du cuivre ne sera que le symptôme de la réponse que nous y apporterons.